Suite du débat entre décroissance et développement durable. Donc c'est la partie du développement durable qui va commencer. Ok, donc tout d'abord, je voudrais revenir sur un point dont on a parlé hier. Donc en fait, vous avez, si vous voulez, pour vos solutions, en tout cas pour se convertir à la décroissance, vous nous avez cité des solutions pour y arriver. Alors, par exemple, ces solutions étaient arrêter carrément la télé, arrêter le smartphone, voire genre même arrêter la viande. Donc franchement, c'est des solutions vraiment super difficiles à mettre en œuvre, surtout du jour au lendemain, si vous voyez. Sachant que ça a été mis en œuvre au fur et à mesure. Ça fait 40 ans par exemple qu'on commence à utiliser, plus de 40 ans qu'on commence à utiliser la télé et tout, et que maintenant elle est carrément dans notre quotidien. Et vous voulez arrêter ça directement comme ça. Alors que nous, nos solutions, si vous voulez, elles sont largement plus faciles. Par exemple, ce serait se mettre à rouler à l'électrique par exemple, ou alors prendre des transports en commun, se mettre au biocarburant. Donc franchement, ce serait plus progressif, plus facile et plus simple à mettre en œuvre. On ne demande pas d'arrêter la télévision, on demande de se libérer du poids qu'elle met sur nos épaules. Et le but, c'est pas d'arrêter de retourner non plus au Moyen-Âge, on peut faire un bond de 40 ans en arrière. C'est des gros changements, mais entre arrêter la télé et voir nos petits-enfants mourir de faim parce que la planète ne pourra plus rien procurer, je pense qu'on peut clairement se passer de quelques émissions et retourner dans le passé à ce niveau-là. Oui, mais est-ce que les personnes qui sont là devant la télé vont vouloir arrêter la télé? Comment vous allez les décider à l'arrêter? Alors, je pense que la télé, c'est pas la partie la plus importante du débat. C'est un détail. On est tellement habitué à notre propre confort dans la société de consommation qu'on n'est pas tout à fait prêt à avoir un changement. C'est pas qu'on n'y est pas prêt, c'est qu'on n'a pas envie. On est calé dans notre confort. Et vous me parlez tout à l'heure de biocarburants, des voitures électriques. C'est vrai, c'est des bonnes solutions. Mais derrière, quand on voit les productions, les matières premières utilisées, par exemple pour le gaz de schiste en ce moment, qui est très coûteux à extraire, très difficile à extraire et qui est extrait en grande quantité, à raffiner, à produire, à transporter, c'est plein d'arguments négatifs en votre faveur. Oui, par exemple, pour la voiture électrique, ce qu'on pourrait faire, ce serait utiliser les anciennes voitures qu'il y a en ce moment et les transformer en électrique. Ça polluerait beaucoup moins. Et de plus, j'ai un truc à dire, c'est que nous, en plus, notre mode de développement permet justement de trouver des solutions. Grâce au développement, on va trouver des idées. Et du coup, au lieu d'avoir la voiture électrique, dans quelques années, peut-être, on aura une voiture qui fonctionnera avec autre chose. Un truc de beaucoup mieux. Alors, on dit souvent que la vision de la décroissance elle est utopiste, mais je pense que la vision du développement durable, elle est encore plus, parce que vous me parlez de solutions qui sont éventuelles. Ce pas des solutions fiables. Nos solutions qu'on propose, c'est des solutions radicales, mais des solutions qui peuvent peut-être marcher. Vous nous dites que ça peut marcher, mais vous n'avez pas les solutions. Puis la voiture électrique, ça fait un moment qu'elle existe, on n'en voit nulle part parce que ça coûte cher et les gens ils n'ont pas les moyens. Et ceux qui ont les moyens, c'est souvent dans les villes, et dans les villes ils ont déjà beaucoup de solutions. Ils peuvent se déplacer à pied, prendre des transports en commun, etc. Nous les ruraux ici, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se permettre actuellement de se payer une voiture neuve et électrique, ça coûte très cher. Alors juste pour revenir à ce que tu as dit, franchement c'est mieux, tu dis que franchement notre vision elle est utopiste et que vous elle est plus réaliste, mais en fait si vous voulez c'est tellement difficile à mettre en œuvre, il faut tellement changer les mentalités, donc peut-être que ça peut marcher, j'en sais rien, mais c'est tellement difficile à mettre en œuvre que ça va être impossible à mettre un jour ce soit dans toutes les têtes. Je veux dire, rien que vous voyez la vision des États-Unis avec Donald Trump qui pousse de plus en plus à la consommation. D'ailleurs, il s'est retiré des accords de Kyoto. Donc franchement, comment vous voulez changer la mentalité des États-Unis qui ont voté pour un président qui a la mentalité inverse? Mais au bout d'un moment, la mentalité va devoir changer, parce qu'il est vrai que si on revient un peu sur les accords, on n'a pas trop parlé du G20 sur les accords de Paris. C'est les dirigeants politiques, ça les arrange le développement durable. C'est la société de consommation, ça les arrange. La production, ça les arrange. Ça arrange les pays, ça arrange les sociétés, ça arrange tout le monde, mais personne n'a la volonté de changer. Sauf que c'est quand il sera trop tard qu'on se dira mince, on aurait dû prendre le risque. D'accord, mais du coup ces accords, comme tu dis, ont été un échec. Sauf que vous, votre vision, elle est limite encore plus extrémiste que nous. Elle est encore plus compliquée à mettre en œuvre. C'est ce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors comment vous voulez organiser un sommet et dire à tous les pays, ok, on passe à la décroissance, donc vous allez arrêter votre production. Par exemple, la Chine qui a une croissance folle,
vous allez leur dire, bon, ben, on passe à la décroissance, maintenant vous arrêtez. Et pareil pour les pays pauvres, pour revenir à ce qu'on a dit hier, ça va être encore plus compliqué parce que les pays pauvres sont en développement et ils sont en phase de transition. Et si vous leur dites d'arrêter directement comme ça, eh ben, ils vont se retrouver pauvres pour toujours, ils vont jamais pouvoir évoluer. Alors, les accords qui échouent, c'est pas la faute de la décroissance. Les accords seront jamais parfaits, mais s'ils sont pas respectés, forcément que les accords ils vont aller à l'échec. En soi, ils sont pas si mauvais que ça. C'est juste, encore une fois, on revient au changement de mentalité. Si on part un peu sur la biodiversité, d'ici 2050, la quasi-totalité des espèces terrestres pourra avoir disparu. Oui, mais par exemple, on peut prendre la courbe de Kitsnet qui montre qu'avec la croissance, une hausse de la pollution se fait constater, mais sur la durée, cette pollution se montre à diminuer. Regardez. Voilà, la courbe. Donc ça veut dire que ces accords, en fait, ils n'ont pas été des échecs totaux. Parce que si cette courbe se met à diminuer dans quelques années, ça veut dire vraiment qu'on est limite sur la bonne voie. Hein. On peut continuer, mais si on continue, si on rajoute ce développement durable, si franchement on commence à s'y tiendre au fur et à mesure, mais qu'on y arrive un jour, eh ben, cette courbe vraiment pourrait s'être avérée, quoi. Mais après, comme tu dis, ceux qui produisent le plus et ceux qui polluent grandement, comme la Chine par exemple, qui sont en voie de transition, ils sont loin de faire baisser leur courbe. Donc ils continuent à polluer, donc ça continue ce cercle vicieux de réchauffement climatique, de disparition des espèces. Et puis même notre société de consommation, on consomme beaucoup trop, que ce soit la viande par exemple, qu'est-ce que ça nous coûte de consommer moins de viande et de passer aux légumes c'est juste les mentalités. En soi, c'est pas des gros changements. C'est des banalités du quotidien qu'il faut juste modifier, pas arrêter, juste modifier notre façon de consommer en soi. Et puis vos courbes, elles sont cycliques, donc avec l'augmentation de la production et de la consommation, ça remontera, ça se régulera, c'est toujours un cercle. Et juste pour venir à ce que dit Arnaud, justement modifier ce qu'on fait chaque jour, franchement c'est limite notre argument, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce que le développement durable veut faire, c'est modifier un petit peu, mais qu'on le fasse bien et que ce soit mis en œuvre dans certaines années. Et d'ailleurs tu as évoqué la Chine. La Chine, ok, c'est le premier produit, c'est le pays qui a une plus grosse phase de développement, donc forcément qui pollue le plus, mais elle a montré qu'elle a une volonté de changer, et d'ailleurs elle a créé une ville écologique pour montrer, et qui fonctionne très bien, et qui fonctionne grâce au développement durable. Et d'ailleurs elle compte en créer une centaine d'autres. Donc franchement, si ces villes venaient à être mises en œuvre, ça pourrait être des exemples pour les grandes villes qui pourraient d'ailleurs changer de mentalité et copier ces villes dans le futur. Je pense que créer de nouvelles villes et encore plus de dénaturalisation des sols avec encore plus de goudron partout, c'est une solution pour la planète. Ça arrange les choses. J'ai pas dit ça. Oui, mais là tu me parles de création de villes, pas d'aménagement. D'après moi, on devrait juste aménager directement. Mais d'ailleurs, c'est pas une solution. Dans 2050, on est 10 milliards, il va bien falloir créer de nouvelles villes. On va être obligé de toute façon dans tous les cas. Oui, mais... Donc autant créer des villes qui sont moins polluantes et qui respectent l'environnement.